Merci Francis, et merci à vous d'être ici alors qu'il fait ce beau soleil à l'extérieur. Vous bravez les lumières artificielles. Avec tous nos intervenants que je présenterai de manière plus précise lors de leur intervention, je vous rappelle ce que vient de faire Francis brièvement. Nous donnerons la parole en premier et de façon donc un peu chronologique à Anne Ponce, puis à Brigitte Lozerec, puis à Ariane Audouin-Dubreuil. On pourra avoir une petite discussion, une petite amorce de discussion, et puis une pause, parce qu'ils ont tellement à nous raconter. Et ensuite, Bernard Chabert et Sylvain Venère. Justement, ce sur quoi j'aimerais insister, tous sont a priori très frustrés, parce qu'un quart d'heure pour tout ce qu'ils ont à nous raconter, ils se demandent comment ils vont y parvenir. J'ai essayé de les rassurer, mais je ne suis pas sûre d'y être parvenue. Je leur ai dit, pendant la discussion, ne vous inquiétez pas, vous pourrez enfin dire et dialoguer et faire passer ce que vous avez envie de faire passer. Je crois qu'ils le ressentent tous très fort. Chacun ayant, en gros, pourrait passer la journée avec vous. Voilà, donc c'est la seule contrainte qu'il s'impose. Donc vous avez des gens très avides de partager avec vous. Pour commencer, Anne Ponce, Anne qui, je crois, préfère parler au pupitre. Anne est romancière, essayiste. Elle a longtemps été responsable de rubriques culturelles au Point et à l'Express. C'est une consoeur. Et sa passion est très, très ancienne pour James Cook, celui dont vous pouvez retrouver les livres. N'oubliez pas, regardez en bas. Chacun des intervenants a l'un de ses livres ou plusieurs de ses livres en bas. Donc, n'hésitez pas à aller y regarder. Elle a écrit récemment James Cook, Le compas et la fleur. Et ce navigateur du XVIIIe siècle que nous, Français, ne connaissons peut-être pas assez, sauf quelques amoureux de l'exploration. Elle va nous le faire découvrir. Elle va nous aider à comprendre comment il s'inscrit dans son siècle et les techniques qui lui ont permis de bien travailler et découvrir, mais aussi peut-être sa mentalité. Qu'est-ce qu'il faisait quand il allait explorer ? Allez-y, c'est à vous, Anne, pour un petit quart d'heure. Alors, je vais être un dragon épouvantable. Vous avez jusqu'à 10h10. Je voudrais d'abord remercier les deux intervenants d'hier soir qui nous ont fait passer des images absolument éblouissantes. Louis XVI parlait de l'agrandissement du monde. Au XXIe siècle, en envoyant la Pérouse faire le tour du monde, et hier soir, nous avons parlé de l'agrandissement de l'univers, de tous ces astres, ces étoiles, ces morceaux de roche biscornus quelquefois qui ont tourné cette nuit dans ma tête, si bien que je me suis dit que pour Cook avait certainement le même courage et la même hardiesse qu'ont les astronomes qui se lancent dans l'univers, et que pour Cook, c'était l'immensité de l'océan qui servait d'univers, et sa myriade d'îles qui équivalent, qui correspondent exactement à tous ces astres qui tournent pour nous. C'est quelque chose qui m'est apparu seulement cette nuit, et c'est par là que je voulais commencer. Enfin, avant de commencer, je voulais remercier ces magnifiques interventions d'hier soir. Alors pour Cook, je vais faire une petite mise au point historique. Cook, il voyage en même temps que Bougainville pour une part. Donc en Angleterre, Cook est envoyé par George III et fera trois voyages de 3 ans chacun entre 1768 et 1779, l'année de sa mort. En France, sous Louis XV, le tour du monde de Bougainville, avec pour partie, en effet, qui coïncide pour partie avec le premier voyage de Cook, et sous Louis XVI, la Pérouse sera chargée de compléter les découvertes de Cook. Ces voyages sont scientifiques, sont des voyages
pour la science à des degrés divers, Bougainville était quand même assez amateur avec Commerson par rapport aux savants qui montent à bord avec les deux autres. Juste quelques lignes sur le capitaine Cook avant de vous parler des sciences. Le capitaine James Cook est un homme méconnu, aussi méconnu des Français, qui jouèrent pourtant un rôle prépondérant dans la propagation des Lumières, qu'il est célèbre en Angleterre et dans le reste du monde. Un homme parti de rien. J'ai pas la couverture, mais ce magnifique uniforme anglais de capitaine est porté par un petit garçon qui était fils de fermier, de journalier, qui allait de ferme en ferme pour trouver du travail. Un homme parti de rien, donc, et que rien ne destinait à devenir le plus grand navigateur et cartographe du Pacifique. Opiniâtre, ambitieux, déterminé à se rendre, je le cite, là où personne n'était encore allé, aussi loin qu'il était possible. Il connut une fin tragique, assassiné en 1779 par des Maoris sur une côte paradisiaque de Hawaï avant d'être dépecé et mangé. J'aurai 2 points, avec le quart d'heure que j'ai, deux points sur lesquels j'insisterai, la prééminence de la science et la rencontre avec l'autre, avec le bon sauvage. La prééminence de la science. Parmi les nombreuses pistes qui permettent de cerner la personnalité de cet homme complexe, dont les circonstances de la mort restent obscures, le progrès des sciences à l'époque des Lumières est l'une des causes majeures de son éclatante réussite. Même si la navigation, sans carte ni boussole, avec pour seul guide les étoiles, les courants et les oiseaux, avait considérablement évolué depuis l'Antiquité, même avant l'Antiquité, vous serez peut-être surpris d'apprendre que du vivant de Cook, la connaissance du monde restait embryonnaire, que les cartes étaient pleines de tracés en pointillés, que les îles errantes, entre guillemets, il existe un livre magnifique, une thèse chez Garnier, absolument introuvable, chez Garnier et Flammarion, sur les îles errantes d'Arlette Fruet-Giraud, tous les passionnés des îles doivent lire ce livre. Les îles errantes, rencontrées par hasard, toujours perdues, toujours retrouvées, disparaissaient ou s'engloutissaient, comme dispersées sur l'imaginaire des capitaines visionnaires dont elles animaient les voyages. La vision, l'imaginaire, le mirage est une des choses importantes, je crois, pour tous les explorateurs et pas seulement Cook. Les instruments nautiques, estampillés du nom des meilleurs fabricants de Londres, ont fait d'immenses progrès avec le soutien du roi George III, fou de géographie et de topographie, qui possédait une somptueuse collection de mapes-mondes et d'instruments de précision, et s'était fait construire un observatoire personnel dans les jardins de Kew. Amélioration décisive pour la navigation, Cook dispose de la copie de la montre de marine élaborée par John Harrison, H4, qui permettait pour la première fois aux navires de faire le relevé exact de leur position et de calculer la longitude à un demi-degré près, une vraie révolution. Fini le temps de l'amateurisme d'un Bougainville, place à l'exigence et à la rigueur mathématique. À une époque où l'on ne pouvait enregistrer que la latitude, cette horloge, également nommée garde-temps, conservait l'heure locale du méridien d'origine, Greenwich pour les Anglais, Paris pour les Français, qu'il suffisait de comparer à l'heure qu'il était en pleine mer. Afin d'éviter les erreurs dues aux secousses des vents et aux terrifiantes tempêtes de l'océan, les garde-temps ne devaient pas bouger de tout le voyage. Cook, dont on connaissait déjà le prodigieux talent de cartographe à ses débuts, pendant la guerre de 7 ans, fixera mieux que quiconque les terres mouvantes du Pacifique Sud sur des cartes si précises qu'elles sont encore fiables de nos jours. Au XVIIIe siècle, les savants les plus célèbres montent à bord dans les habits neufs, brillants et chamarrés des Lumières. Et pas seulement les savants, mais des peintres reconnus, des linguistes, des lexicographes et des as de l'histoire naturelle qui ne cessent de découvrir, de décrire et de classer les choses avec une ardeur scientifique. Lors de son premier voyage, Cook est accompagné de Joseph Banks, futur directeur de la Royal Society, qui entraîne avec lui son collègue hollandais Solander, également passionné de botanique.
L'astronome Charles Green de l'Observatoire de Greenwich participe à cette campagne dont la mission essentielle est l'une des deux missions est de se rendre à Tahiti pour observer le passage de la planète Vénus devant le disque du Soleil le 3 juin 1769. Phénomène rare qui n'apparaît que 2 fois par siècle. Pour la deuxième expédition, dont la portée scientifique devait surpasser le succès de la précédente, l'Amirauté recruta 2 célèbres naturalistes d'origine prussienne, Johann Reinhold Forster et son fils Georg. Malgré sa renommée, le père ne fit pas l'unanimité parmi les marins qui faillirent le jeter par-dessus bord en raison de sa suffisance. L'entente n'était pas toujours cordiale entre les savants et les équipages, qui voyaient en eux des fainéants ou des excentriques qui en prenaient à leur aise dans leur vaste cabine, occupés à fignoler leurs herbiers, tandis qu'eux-mêmes passaient leur temps à trimer sans le moindre confort. Avant d'embarquer avec Cook, Forster, qui parlait 17 langues, venait tout juste de traduire Le Voyage de Bougainville. Il fit paraître un livre dont le texte mêlait les journaux de bord de Cook à ses propres observations, ouvrage que Cook lui-même qualifia de, je cite, « manifeste des Lumières, écrit par un homme aux idées nouvelles et qui défend la cause du respect des indigènes ». Georg, fils chéri de Forster, joua un rôle important dans l'avènement de l'ethnographie. Il n'aura de cesse de défendre son père. On ne chargea pas mon père de faire le voyage uniquement pour qu'il rapportât une collection de mouches, mais pour étendre ses observations sur les objets du monde naturel. Tous deux, rejoints par le botaniste Anders Parman, effectuèrent un travail colossal. Il faut dire que les équipages, lassés par de longues périodes en mer sans apercevoir une seule côte, jugeaient que les sciences naturelles étaient un excellent remède contre l'ennui. Quant au 3e voyage, nombre de savants s'étaient présentés pour embarquer, au risque de ne jamais revenir, tel l'astronome William Bailey. La présence de chirurgiens à bord, le souci de l'hygiène corporelle et du bateau, la lune obsessionnelle de Cook contre le scorbut, les recettes alimentaires qu'il impose à ses hommes, bière de sapinette 2 fois par semaine, choux fermentés obligatoires sous peine d'être fouettés, ainsi que les équipements adaptés au climat extrême, polaires et tropicaux, relèvent également des avancées de la science. Plus délicat est de vous parler de la rencontre avec l'autre. L'acquisition de connaissances nouvelles coexistait dans les instructions royales avec la volonté des souverains désireux de répandre un modèle de civilisation universelle chez les peuples observés. Cependant, une fois que l'on a répertorié les plantes et les animaux de ce monde et qu'intervient l'étude de son semblable, surgit un écueil qui n'a rien de marin, celui-là. Il se nomme le bon sauvage, fils des Lumières et des sentiments de tolérance et de compréhension qu'il fait naître. On connaît mal son origine, mais nous l'apercevons déjà chez Montaigne, plein de l'explosif, dans le chapitre sur les cannibales, plein de l'explosive contradiction qui consiste à voir en tout homme son prochain, son égal. Or, les Européens considèrent alors les indigènes comme des arriérés qui en sont restés aux premiers âges de l'humanité. Il faudra attendre très tard. Jean Mallory, qui vient de sortir un livre, Une lettre aux Inuits, et Claude Lévi-Strauss, pour démontrer que nous sommes tous différents, mais que nous pouvons nous comprendre, car nos structures mentales fonctionnent de la même manière. Cook et ses marins sont pourtant de bonne foi lorsqu'ils partent en bienfaiteurs de la planète, avec des cargaisons de cheptels et de semailles à distribuer aux insulaires, frappés de stupeur à l'idée de faire prospérer ces animaux bizarres qu'ils préfèrent souvent consommer vite fait. De la même façon, les plantes et les arbres baladeurs que les Anglais rapportent du monde entier, une fois acclimatés, feront progresser à grands pas l'agriculture, les sciences naturelles et la botanique, y compris dans les jardins royaux. De leur côté, les dessinateurs et les peintres anglais permettent à leurs compatriotes de découvrir les couleurs des paysages et des types humains dont ils n'avaient pas la moindre idée, tandis que les Tahitiens demandent aux navigateurs de leur rapporter des objets afin de se constituer des cabinets de curiosité. En quelque sorte, tout cela correspond à ce que nous nommons aujourd'hui des échanges culturels, un début de mondialisation. Persuadés que les indigènes étaient de bons sauvages à la Rousseau, ou plutôt en anglais de noble savage, la nuance est importante. Cook découvre peu à peu la réalité en les voyant commettre des vols de plus en plus fréquents,
recourir à des sacrifices humains et au cannibalisme. L'homme modéré, l'homme tolérant, qui s'accusait d'avoir abusé de la force pour coloniser les territoires d'autrui, l'homme qui déclarait, je le cite, « Ces insulaires ne pouvaient pas deviner quelles étaient nos dispositions réelles. Nous entrons dans leurs havres sans qu'ils osent s'y opposer. Nous cherchons à débarquer en amis, mais quoi qu'il en soit, nous débarquons. Et c'est grâce à la supériorité de nos armes à feu que nous osons prendre pied chez eux et nous y maintenir. » Cet homme-là n'existe plus. Cet homme-là qui réalisait que prendre possession d'un sol pour l'offrir à son roi était un acte de conquête, une domination, une violence politique. Durant le deuxième voyage, Cook est tombé malade. Usé par les maux, les dangers et les difficultés de ses longues années en mer, il est fragile et déprimé. Son caractère s'est altéré. Enfin, il a vieilli. Il est mort à 50 ans, qui était un âge avancé à l'époque. Il réagit alors avec cruauté, cède à la colère, fait pleuvoir les coups de fouet et multiplie les prises d'otages pour se faire rapporter les objets dérobés, au point de scandaliser son équipage qui lui retire sa confiance et le juge sévèrement. Pourtant, malgré les sacrifices humains et les trahisons, il s'était lié d'une amitié sincère et réciproque avec les chefs, les rois et les prêtres. Le jour de sa mort, on aperçoit Cook faire signe de loin pour interdire à ses batteries d'ouvrir le feu sur les Maoris qui le défient. Puis il se ravise et se révolte contre l'hostilité des natifs, donne l'ordre de tirer, leur rendant violence pour violence, se vengeant, ce qu'il paya d'une mort affreuse. Héros des temps modernes, Cook peut servir d'illustration à la situation actuelle de l'Occident et à l'impasse dont la conscience moderne est prisonnière.